l'inclusion numérique des agents publics avec nos intervenants suivants. En l'occurrence, Judith Ardon, Jean-Philippe Poncin, Arnaud Lechy, Fabien Medianowski, Marine Jouan et Nicolas Godin. En plateau, s'il vous plaît. Alors Judith Ardon, on est parti d'un constat un petit peu douloureux. C'est effectivement que vous faisiez, c'est cette dégradation perçue des compétences numériques des agents publics que vous trouvez de plus en plus dépassées. C'est dur comme constat. On va vous passer le micro. Bonjour à tous. Donc en fait, j'ai eu l'occasion de travailler dans une communauté de communes pendant 4 ans et de monter un service informatique qui n'existait pas et aussi de réaliser une fusion. Donc j'ai pu voir pas mal de choses et en fait ce que j'ai vu m'a un peu, je dirais, effrayée. Déjà, on va parler d'inclusion numérique. Donc quand on dit inclusion numérique, on pense aux agents, aux secrétaires de mairie qui sont les premiers contacts avec la population. Ça, c'est une chose. Mais aussi, l'inclusion numérique ne doit pas oublier les agents. Parce qu'un agent qui ne sait pas se servir correctement de l'outil numérique en général, c'est un agent en détresse, puisque tous les agents de la filière administrative utilisent quotidiennement ces outils. Et on leur demande de s'adapter à un changement, à une montée en version, etc. Et rarement, on les forme. C'est pareil pour les élus. Les élus, c'est les décideurs. Ce sont les décideurs qui vont dire « va te former, prends du temps pour te former, voilà ce qu'on met en place pour la formation ». Et les élus ont rarement conscience de la détresse de leur agent vis-à-vis de l'outil numérique. Eux-mêmes comptent sur les agents, généralement, pour relever leurs mails, ou autre chose. Donc, il y a réellement, à ce niveau-là, un gros problème. Parce que on oublie souvent que les agents doivent être formés. Un agent bien formé, un agent qui comprend ce qu'il fait, qui comprend l'enjeu, c'est aussi un citoyen qui comprend l'enjeu. Et c'est aussi au contact du public, quand les gens viennent, si l'agent... On ne demande pas de faire des agents des experts. Des experts, mais à partir du moment où on sent qu'il est à l'aise avec les outils qu'il utilise, déjà, ça va rassurer aussi le premier contact avec les citoyens. Donc, le problème, le constat, c'est un problème de formation. Quand on demande, quand on embauche quelqu'un au niveau de la fonction publique, alors moi, j'ai travaillé dans la territoriale, au niveau de l'État, je ne sais pas comment ça se passe, dans la filière administrative, on ne va pas tester les compétences numériques des gens. Alors qu'il y a un outil qui est fabuleux qui s'appelle Pix. Et Pix, ça s'adapte à tous les niveaux. Et j'encourage tout le monde à aller faire un petit tour sur Pix, que vous pensiez totalement nul ou un expert, allez sur Pix et vous aurez des surprises. Pix, c'est fabuleux. Pix, ça permet, d'évaluer un niveau, mais aussi de trouver des réponses et aussi, au fur et à mesure, de se former indirectement et de savoir où on doit aller pour comprendre mieux les enjeux ou les difficultés qu'on a, comment on peut trouver des solutions, etc. Donc Pix, un test Pix à l'embauche, pour les agents de la fonction territoriale, pour voir un peu le niveau qu'ils ont déjà et savoir où il faut les former. Et deux, un test Pix aussi, du Pix tout au long de leur carrière, qui permet, de maintenir un certain niveau et deux, de continuer à évoluer. Je crois que je vais être assez rapide puisque vous avez... voilà. Donc, ça, c'était le constat. Et ensuite, 3, c'est comment on forme. Aujourd'hui, la ressource de formation des agents de la territoriale, c'est le CNFPT. Je crois qu'il y a quelqu'un du CNFPT ici. Il est juste à côté de vous, j'ai dit. J'ai eu la chance de suivre certaines formations du CNFPT à l'époque où j'étais contractuelle. Il sent que ça s'approche, là. Et donc, ce que j'ai suivi, c'était de qualité. Par contre, quand un agent va se former au CNFPT sur un outil, en général propriétaire, vraiment, je dirais par exemple comment utiliser mon Microsoft Office correctement et aller faire des calculs savants qu'au final, les agents ne feront jamais. Donc, un agent qui passe une journée au CNFPT, il revient enthousiaste de tout ce qu'il a appris et 15 jours après, s'il sait faire encore une fonction de ce qu'il a appris, c'est le maximum. Donc, il y a une formation qui est
à mon avis, inadapté. Aujourd'hui, la façon dont on forme les agents, mais aussi les jeunes, je pense, c'est comme si, quand vous passez le permis de conduire, on vous apprend à conduire. On ne vous apprend pas à conduire une voiture de la marque Renault de telle classe. On vous apprend à conduire. Quelle que soit la voiture que vous allez prendre, vous allez savoir conduire. Vous allez même savoir conduire une voiture électrique avec juste en se demandant où c'est que je démarre, où c'est que je passe les vitesses. Et aujourd'hui, quand on forme quelqu'un, il faut qu'on lui apprenne à conduire, à maîtriser l'outil numérique et pas à maîtriser un logiciel. On est focalisé. Aujourd'hui, il faudrait passer le permis à chaque fois qu'on a un nouvel outil. C'est pas cohérent, c'est pas logique. Il faut revoir la façon dont on forme, que ce soit les agents, les adultes et les jeunes. Puisque si on forme les agents à un outil, ça veut dire qu'on part du principe que jeunes, ils ont appris à passer le permis. Et c'est pas le cas. Voilà. Donc, il faut vraiment penser la formation de manière globale. Ça part de l'enfance, mais ça a été dit tout à l'heure, hein, ça part de l'enfance et tout au long de la vie. Et il faut mettre le paquet actuellement sur la formation des agents et la formation des élus, puisque c'est les élus qui vont aussi décider de comment et quoi. Et je vais juste rajouter quelque chose, parce que là, c'était se former et maintenant transformer. Transformer. Quand on demande, quand une collectivité se pose la question d'un nouvel outil pour ses besoins, elle va demander à ses spécialistes, donc les agents, de définir le besoin. Des fois, elle fait venir des sociétés extérieures pour les aider dans la décision. Un agent, en général, a peur de changer d'outil. Pourquoi? Parce qu'il a été mal formé des fois et pas toujours bien, il ne maîtrise pas réellement la problématique. Donc, en fait, on va être verrouillé sur des outils qu'on va perpétuer même si l'outil répond pas à la demande, même si l'outil, avec la montée en version, malgré la montée en version, il va pas être compatible avec les nouvelles normes. Par exemple, sur l'urbanisme, il y a des trucs qui sont vendus aux collectivités qui sont déplorables, mais on est verrouillé sur l'outil parce que l'agent ne peut pas en changer. Donc, il va vous conseiller de prendre cet outil auquel il est habitué. Donc, ça, c'est transformer. Et transformer, c'est aussi, et ça, les élus, je vous appelle tous à réfléchir et à le prendre en compte, c'est la conduite du changement. Par défaut, un utilisateur, qu'il soit agent ou autre, n'a pas envie de changer d'outil. Il faut, dans le projet, l'outil, c'est rien par rapport à apprendre il faut faire accepter le changement par les agents et par les utilisateurs avant même de déployer. Et ça, c'est le plus gros du projet. Le reste, c'est des détails. Voilà. Merci Judith Ardon. Jean-Philippe Ponsin, des formations qui ne sont pas forcément complètement adaptées effectivement à la fois en termes de rythme, en termes peut-être de contenu, voire de format sur des outils spécifiques plutôt qu'une formation généraliste. Aujourd'hui, comment le CNFPT s'organise justement pour favoriser la montée en compétences des agents publics et la sortie de ces situations où parfois ils sont en situation de désarroi? Bonjour à tous et à toutes. Je vais d'abord rebondir sur le PIX pour faire la transition pour cet après-midi, puisque le CNFPT présentera un atelier sur justement le PIX, puisqu'on est partenaire depuis quelques années sur ce sujet pour justement accompagner les collectivités à l'utiliser et ensuite à se former. Voilà, donc ça sera avec mon collègue Bertrand Croisy cet après-midi en salle 2. Les agents territoriaux, c'est 1,9 million de personnes quand même. Donc ça représente une grande partie de la population. Les formations sont indispensables pour faire évoluer ces agents et ensuite distiller peut-être aussi dans la population l'inclusion numérique. Parce que la plupart du temps, les agents des services techniques sont souvent détachés aussi. Au contraire, peut-être même s'il y a les secrétaires ou les administratifs sont plus proches de l'outil, mais comme disait Madame le maire, c'est pas pour ça qu'ils savent forcément bien l'utiliser, mais les services techniques le sont encore plus loin. Et dans ce contexte-là, si on arrive à les toucher et à les faire venir dans l'inclusion numérique, on peut aussi toucher, parce que tout le monde connaît quelqu'un qui est agent territorial de loin ou de près. Et c'est peut-être en touchant les agents territoriaux qu'on pourra aussi toucher la population en général et avoir moins peur. J'ai entendu la peur, j'ai entendu la honte, pour avancer tous ensemble. Le CNFPT met en œuvre des formations. L'année dernière, on a touché 1 million d'agents publics quand même. Il faut savoir que les élus peuvent aussi venir se former au CNFPT. C'est possible d'intégrer les formations que l'on propose.
Alors oui, c'est pas forcément tous les jours adapté, parce que aussi, il y a tellement d'outils. C'est ce que j'ai entendu aussi juste avant, c'est en fait, chacun fait dans son coin, et on n'a pas de standard. Donc, effectivement, les outils, on va parler de Microsoft, on va parler de LibreOffice, on va parler de tout ça, se ressemblent, mais sont tous différents. Et comment proposer des formations qui permettent d'utiliser en fait tous les outils. Donc aujourd'hui, on essaye d'avoir les bases de l'informatique. On essaye d'avoir une évolution avec des trucs et astuces, du Word, du Excel, du publipostage. On monte en puissance petit à petit et on a une sorte de parcours de vie informatique. Cependant, effectivement, ça demande du temps. Et je suis conscient aussi que les agents territoriaux n'ont pas 10 jours à consacrer dans l'année, par exemple, pour venir se former. Et c'est toute la complexité. C'est pour ça aussi qu'il y a une offre en ligne qui est disponible pour se former au fur et à mesure. Si on a 1 heure par jour, une demi-heure par jour, on peut aussi intégrer des MOOC, par exemple de l'inclusion numérique qui va bientôt sortir, ou alors des MOOC sur Excel, Word ou autre logiciel pour pouvoir progresser au fur et à mesure et aussi peut-être intégrer au fur et à mesure. Parce que c'est vrai que 2 jours de bourrage de crâne, comme le dit Madame le maire, c'est peut-être pas adapté. Qu'est-ce qu'on garde? Voilà. Alors je précise que les MOOC, Massive Open Online Courses, c'est-à-dire des cours individuels qu'on peut suivre à son rythme en ligne. Donc effectivement, des cours à distance qui permettent aussi d'aller à son rythme et de pouvoir intégrer l'information au fur et à mesure de son besoin. Voilà, donc ça c'est l'enjeu du CNFPT aussi, parce qu'on s'est rendu compte que mettre 12 personnes dans une salle de formation, leur bourrer le crâne pendant 2 jours, et puis au final, effectivement, ils se souviennent d'une formule, d'une macro peut-être sur Excel, à la fin, et puis en plus, ils se retrouvent sur Calc, de la version libre, puis au final, la macro ne fonctionne pas. Donc, alors très bien. Donc voilà, il y a cette partie former les agents publics pour essayer d'être inclus numériquement. Le deuxième point, c'est on inclut aussi les agents pour qu'ils incluent eux-mêmes. Donc il y a toute la notion des agents France Service qui ont tous été formés par le CNFPT avant de pouvoir ouvrir et avoir le label Maison France Service. Il y a les agents d'accueil, bien sûr. Il y a les médiateurs numériques qui passent aussi chez nous de temps en temps. Et puis les formations de formateurs, puisque c'est bien d'apprendre des compétences, mais il faut aussi avoir la compétence de former et distiller une compétence. Animer une formation, ça peut être compliqué. Enfin, au CNFPT, c'est ce que disait un petit peu le sénateur hier, le sénateur Delcros, c'est aussi avoir le temps d'avance. C'est bien d'apprendre le monde en fait d'il y a déjà 30 ans, puisqu'au final, la bureautique, c'est déjà il y a 30 ans et on est déjà en retard. Mais c'est aussi le monde de demain, entre autres avec les chatbots, l'IA générative, ça peut être aussi le RGPD qui date déjà de 2018 mais qu'on a très peu encore intégré, le handicap dans les outils numériques qu'on a évoqué encore hier, mais aussi, et c'est Madame le maire qui l'évoquait hier, c'est la notion de stratégie autour du numérique, c'est le comprendre de manière globale. Et non pas je connais l'outil mais en fait je ne comprends pas le fonctionnement global, pas forcément de l'ordinateur, mais du numérique en général. Et dans ce contexte-là, on peut avoir des formations aussi qui sont au niveau national ou régional sur, par exemple, les enjeux de la transformation numérique pour la fonction RH. Donc des formations beaucoup plus stratégiques et qui ne sont pas que focalisées sur un outil et l'inclusion en particulier. Voilà. Et pour terminer, pour conclure, donc je vais parler d'un point de vue plus local, avec des formations qu'on a mis en place ou qu'on va mettre en place en partenariat entre autres avec AGEDI. Donc je pense à l'Aller Vert, on a parlé de l'Aller Vert, on a mis en place une petite formation de 2 jours pour accompagner le CAP Blanc donc, de la mairie d'Aurillac, le centre social, pour essayer de monter un projet d'Aller Vert vers les autres collectivités, donc c'était l'année dernière. Et enfin, aussi pour aider les secrétaires de mairie aux outils un peu plus spécifiques, donc on est en lien donc, avec AGEDI, et dès septembre, on va proposer des formations métiers et des formations liées à leurs outils forcément, pour accompagner les secrétaires de mairie et leur proposer des formations plus spécifiques, qui soient plus à l'aise. Parce qu'il faut bien comprendre, et ça sera mon dernier mot, que quand on forme un agent, il est optimisé, entre guillemets, et il gagne du temps. Et le temps qu'on a perdu à l'envoyer en formation, et là je parle pour les élus, on le regagne largement sur la suite. Donc n'hésitez pas à les envoyer chez nous. Merci. Merci beaucoup.
Effectivement, on voit souvent dans les mairies rurales des secrétaires de mairie qui sont tellement indispensables qu'on ne peut jamais les envoyer en formation, alors qu'elles y ont droit, ils et elles y ont droit également. Côté OPSN, nos amis du Sud-Ouest, merci beaucoup, un Béarnais et un Landais, Arnaud Lechy et Nicolas Gaudin, qui représentent respectivement la Fibre 64 et Alpi 40. Donc, vous faites partie de l'association Déclic, qui regroupe les opérateurs publics de services numériques, les OPSN. Vous, rapidement, en 7 minutes chrono, comme les camarades, comment vous abordez cette question de l'inclusion numérique et qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, merci déjà de l'invitation. Bonjour à tous. Brièvement, se permettre, parce que peut-être le réseau Déclic n'est pas très connu, et les opérateurs, bon, c'est ces acteurs de la mutualisation de l'informatique sur les territoires. C'est plus de 69 structures, juste dire c'est plus de 25 000 collectivités accompagnées adhérentes et plus d'1 millier d'agents et de salariés qui travaillent au quotidien à accompagner les collectivités dans toutes les questions numériques. Donc ça paraissait important. Aussi illustrer que, au travers de l'exemple du syndicat dans lequel moi j'interviens, donc l'Agence landaise pour l'informatique, cette question de la formation, elle est aussi essentielle, elle est consubstantielle à notre création. Pour ma part, moi je suis dans un syndicat qui a été fondé en 1985, vous évoquiez hier la création de l'informatique, il a été créé justement pour accompagner l'arrivée des premiers ordinateurs sur les territoires. Cette question, elle est centrale parce que, notamment dans un certain nombre de nos syndicats, la formation, c'est une attribution obligatoire. Ça veut dire qu'au même type que le CNFPT, nos adhérents accèdent de manière gratuite, libre et entière à notre catalogue de formation. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a une vraie difficulté. On parlait de la question du profil des secrétaires de mairie. Moi, je suis dans le département des Landes, des communes de moins de 100 habitants, des secrétaires de mairie qui interviennent sur 3 communes et qui, effectivement, se déplacer en formation sur une journée, ne serait-ce qu'une journée, c'est compliqué. Donc, on est obligé de passer par une multiplicité de supports qui ne sont pas tous adaptés. On évoquait le MOOC. C'est pas une blague, mais des fois, même le terme MOOC peut être rebutoire pour engager une personne dans la formation. Donc je crois qu'on a besoin aussi de travailler ensemble sur ces questions-là, de multiplier les formats pour les adapter le plus possible. Donc ça me paraît un point vraiment important. Le deuxième point qui me paraît important à évoquer, c'est que il nous faut travailler pour que l'inclusion numérique, enfin dans tous les cas, c'est ce que nous on va essayer de développer dans ce qui nous reste de nos 7 minutes, c'est que la stratégie d'inclusion numérique, effectivement, vous le disiez, la secrétaire de mairie ou la mairie reste la porte de proximité. Pour autant, il faut aussi maîtriser toutes les clés de ce qui se passe sur le territoire, des dispositifs. On le voit depuis hier, on entend une multiplicité de dispositifs. Dory l'a très bien dit aussi, hein, chaque acteur va pouvoir initier son dispositif. Ce qui fait que quand l'usager va se rendre à la mairie, la secrétaire de mairie n'a pas forcément non plus les clés. La compréhension de qui fait quoi, est-ce que je dois orienter vers une France Service, est-ce que je dois orienter vers un conseiller numérique, où est le conseiller numérique, voilà. Et ces questions-là, c'est important. Et pour le coup, je vais céder la parole à Arnaud, qui va illustrer par des temps de formation qui ont été mis en œuvre sur nos territoires. Merci beaucoup. Merci Nico. Bravo. Oui, on le laisse. Oui, ça fait totalement écho, nous, à la Fibre, à ce qu'on développe maintenant depuis 2019, puisque tu l'as dit, aujourd'hui, être secrétaire de mairie, être agent public, c'est accueillir des gens, c'est faire un accompagnement numérique de niveau 1, je vais dire. Et du coup, c'est aussi avoir une posture, avoir une sécurité, une connaissance des dispositifs, avoir des données sur ce qui se passe autour de soi, sur le territoire, pour orienter, mais aussi pour être sécurisé dans l'accompagnement. Quand on a un accompagnement numérique qui vient, une demande, il faut savoir être là, pouvoir répondre calmement à cette demande, savoir ce qu'il faut faire. Et donc nous, on a développé en effet des formations sur 2 jours autour de ces 4 thématiques et on les a développées avec les acteurs locaux. Parce que les OPSN sont sur le territoire, sont présents, sont avec les acteurs locaux de la médiation. Et donc, on a développé ces formations-là qui ont permis de former 80 agents en 3 ans. Et on a d'ailleurs travaillé avec la NCT sur la formation des aidants. Alors, juste pour préciser, ce qui est important en fait dans ces formations, c'est qu'on adapte plusieurs choses. Déjà, d'une part, la posture d'accueil. Il y a une question en fait qui est le cadre d'intervention. Ce qu'on a pu constater, c'est que beaucoup de mairies répondent à l'urgence parce qu'elles se présentent à elles.
mais elles n'avaient pas forcément connaissance d'un cadre d'intervention. Le dispositif Aidant Connect a été présenté. La question du mandat, elle s'est posée très tôt. En fait, enfin, moi je l'ai illustré, hein, je suis allé en mairie, j'ai vu des secrétaires de mairie qui avaient un carnet avec des mots de passe d'administrés. Donc il fallait replacer ça. Et ça fait partie de la formation aussi qu'on apporte. C'est-à-dire, oui, vous voulez accompagner vos administrés, il y a un cadre à mettre en œuvre. Il y a une dimension, effectivement, on le disait, on a cette particularité dans les Landes, mais on n'est pas les seuls au sein du réseau, dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, pardon, on n'est pas les seuls au sein du réseau Déclic, on est aussi porteur du pilotage dans le cadre du plan France Numérique Ensemble. Et cette double posture-là, elle nous amène aussi à permettre une bonne connaissance des acteurs, de leur rôle. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Une secrétaire de mairie qui voit venir quelqu'un, est-ce que c'est forcément son rôle de l'accompagner sur l'ensemble des problèmes qui vont se poser? Enfin, on sait déjà qu'une secrétaire de mairie, il faut qu'elle soit compétente en urbanisme, en cimetière, en finances publiques, en état civil, en gestion de l'eau, en gestion de l'eau, collectif. Qu'elle sache organiser une instance délibérante. Et maintenant, on va lui demander, en plus de savoir aider sur le permis de conduire, sur la feuille d'impôt, sur la CAF, sur la MSA. Bon, je pense qu'à un moment, on peut peut-être aussi dire stop. Et c'est utile de savoir qu'il y a des acteurs autour d'elle. Donc, je crois que le lien et France Numérique Ensemble nous permet de faire ça. Et ces formations, enfin, nous, dans tous les cas, cet axe de formation qu'on cherche à développer, c'est aussi donner à voir sur nos territoires quels sont ces acteurs, comment est-ce que ces acteurs ils peuvent interagir et créer du lien entre eux. Ça me paraît important. Vous parliez, du coup, je me permets d'en dire un mot, la sensibilisation des élus. Dans le département des Landes, on a une stratégie, on a un axe de notre France Numérique Ensemble qui porte sur la territorialisation, donc à l'échelle d'un EPCI. Et on souhaite commencer ces actions de territorialisation par une action de sensibilisation des dirigeants au sens large. Les élus, mais pas que les élus. Les dirigeants d'associations, les représentants des opérateurs de services publics qui sont dans l'EPCI. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, justement, c'est que ça permet de déconstruire un certain nombre d'idées préconçues sur la question de la précarité ou de l'éloignement numérique. Ça permet de connaître mieux les autres au travers d'un temps de formation. Et ça, moi, je trouve que c'est un axe qui est très intéressant, qui permet vraiment, le mot revient souvent, d'acculturer le territoire, de faire qu'on soit prêt effectivement à collaborer. Et notre mot de conclusion, je pense que je suis à la fin des 7 minutes, c'est ça. Notre mot de conclusion, il va rejoindre ce que disait Dory. Nous aussi, on est très orienté autour de cette question des communs, qui nous paraît effectivement une notion essentielle à travailler, à développer, que ce soit en interne, dans nos structures, là où moi je reconnais, hein, on a aussi peut-être pendant des années développé la culture de la solution propriétaire, du clé en main, et qui a des atouts indéniables. Mais on a peut-être perdu à cet endroit-là, effectivement, une capacité à co-construire des choses qui pourraient être partagées entre des acteurs, voilà, pour le réseau Déclic, des acteurs qui font le même métier, mais aussi dans le cadre de collaboration qu'on a besoin de mettre en œuvre pour des sujets comme l'inclusion numérique. Donc, enfin voilà, nous aussi, c'est vraiment une dimension dans laquelle on s'inscrit pleinement, c'est retrouver cette dimension de commun, et je crois que la MEDNUM va porter un travail sur les communs autour de la formation des aidants numériques et du Aidant Connect. Et enfin voilà, nous, pour ce qui est des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, on s'est déjà inscrit volontairement. Dory confirme. Dory confirme. Et ben voilà, donc voilà, nous on s'est déjà porté candidat pour travailler à ce commun-là, qui me paraît une démarche essentielle. Merci. Et je crois qu'au mois d'octobre, dans la Manche, il se passe un truc pour Déclic. Alors effectivement, nos collègues de la Manche numérique vont accueillir nos journées nationales, puisque donc on se réunit une fois par an pour justement cogiter autour des travails de la mutualisation des services que propose l'ensemble des opérateurs. Et donc, c'est nos collègues de la Manche qui auront l'immense plaisir de nous accueillir, ce qui fait généralement 3 belles journées. 9, 10 et 11 octobre, c'est ça? Merci. J'avoue que comme moi je vais à Chambéry, je n'irai pas dans la Manche. Je n'avais plus les dates en tête. Merci. Merci beaucoup à tous les deux, nos amis du Sud-Ouest. Fabien Mezzanowski, directeur général de Agedi, hein, la start-up cantalienne du logiciel public. Comment vous travaillez? On entend qu'il y a un partenariat qui se met en place avec le CNFPT. Vous êtes en relation avec plus de 5300 collectivités. Cette question de l'inclusion numérique, ce désarroi quelquefois que décrit Judith Ardon, et voir ce côté un peu monotache auquel on oblige les agents publics, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez? Et si oui, comment vous le prenez en compte? Merci Sébastien. Oui, en effet, déjà la typologie des utilisateurs a changé. On avait
on avait l'icône de la secrétaire de mairie dans la commune qui était le sachant de la commune. Voilà, et le pilier, quoi. Le pilier, qui a eu une vague de départ en retraite ces dernières années, puis des nouvelles générations qui arrivent, quand même globalement plus open sur le numérique, mais peut-être moins sur le métier. Donc on ne peut pas dissocier l'exclusion numérique de l'exclusion globale du métier et de l'usage du numérique par rapport à la tâche qui doit être effectuée. Sur AGD, effectivement, comme tu l'as dit, donc on est une structure publique, ce qui a son importance par rapport à cette relation. On développe des logiciels informatiques pour les collectivités, pour 5300 collectivités en France métropolitaine et en Outre-mer, sur le principe de la mutualisation. Donc, si on est structure publique, c'est qu'on est sous format syndicat mixte, c'est qu'on est tous agents territoriaux. Donc, déjà, on utilise nos logiciels. Donc, déjà, l'inclusion numérique passe par l'usage que l'on fait des 60 agents d'AGD utilisent les logiciels au quotidien. Donc, on développe des logiciels en fonction aussi des usages et on expérimente au quotidien nos logiciels pour qu'ils soient adaptés. Et la meilleure façon d'éviter l'exclusion numérique, c'est d'avoir des logiciels qui soient vraiment adaptés, que les adhérents soient également propriétaires de la structure, donc ils développent avec nous aussi, ils participent au développement des outils, qui permet d'avoir des outils ergonomiques et qui limitent ainsi l'impact de nécessité de formation ou de support utilisateur. Nos gens qui assistent aussi les utilisateurs, puisqu'on a des fonctionnaires territoriaux qui répondent au téléphone quotidiennement pour assister, sont des collègues finalement des utilisateurs. Donc, ils parlent le même langage, ils connaissent le métier. Donc là aussi, il y a une appropriation qui est beaucoup plus prégnante. Donc, on développe les logiciels de façon adaptée le plus possible aux utilisateurs. On forme par tout biais de formation. Donc, il y a de la formation en présentiel, bien entendu. On a un ingénieur pédagogique détaché de l'Éducation nationale qui conçoit tous les supports pédagogiques adaptés via numérique sur des parcours. Donc, ça peut être des focus, ça peut être du e-learning sur des parcours de formation pour des gens qui ne veulent pas se déplacer ou qui sont en complément d'une formation en présentiel. Et ensuite, on a un plateau de support utilisateur par numérique ou par téléphone, puisque l'humain est quand même prépondérant et avec une grosse veille sur l'intelligence artificielle aussi qui peut être non pas qui ne palliera jamais la bêtise naturelle, mais par contre qui peut être un complément sur les réponses que l'on apporte. Et après ce matin, c'est Olivier, je crois, d'Orange qui parlait de l'exclusion financière aussi du numérique. Le fait que nous soyons sur le principe de la mutualisation et on propose des outils à des tarifs qui n'ont rien à voir avec l'offre entre guillemets privée, puisqu'il n'y a pas de sous contrôle de mon président, il n'y a pas de volonté de dégager de bénéfices pour AGD, donc on mutualise, on répartit les coûts. Ça permet aussi à certaines collectivités de taille plus modeste de bénéficier d'outils numériques sur lesquels ils ne pourraient pas accéder, sur une gestion dynamique des cimetières, sur de la gestion de l'inscription sur du périscolaire ou du scolaire avec du paiement en ligne. Ce sont des outils, en plus des outils classiques que l'on propose, financiers, facturation, gestion des libérations personnelles. Ça leur permet comme ça de pouvoir bénéficier de l'outil et également de ne pas les perdre. On est également tiers de télétransmission, donc on intègre toutes les plateformes de dématérialisation du marché, contrôle de légalité, Helios, Chorus, etc. On fournit les clés de signature électronique RGS, on héberge toutes les données de façon sécurisée, étant établissement public, elles sont protégées en France avec toutes les normes qui vont bien. Donc on ne noie pas non plus les utilisateurs avec divers interlocuteurs qui pourraient quelque part les perdre. Voilà un peu le projet, limiter la perte en mettant des outils adaptés, former avec de la formation de qualité multicanal et apporter une assistance utilisateur vraiment de proximité au quotidien. Et il y a eu une évolution récente qui avait été annoncée l'an dernier à Ruralytics, c'est le passage sur le mode SaaS, enfin le mode web. C'est quelque chose qui a été bien reçu, bien perçu, parce que Judith Ardon disait que voilà, naturellement, on n'a pas envie de changer. Mais est-ce que ça leur a simplifié effectivement la vie plutôt que de devoir appeler le dépanneur? C'est très hétérogène, de toute façon. Je ne vais pas dire que ça s'est très bien passé. L'avantage, c'était la commande du président, c'est que ça se fait gratuitement. C'est-à-dire qu'on avait des logiciels en client lourd installés sur les postes de travail. On a un projet industriel sur 2 ans de tout migrer en mode SaaS client web, donc récupérer les données sur les 10 000 postes de travail, les héberger sur le serveur et renvoyer 3 jours après un code et un mot de passe aux utilisateurs pour qu'il n'y ait pas de rupture de service. Donc c'est très lourd, forcément. Tout ce qui est lourd là, et puis ça a été imposé. Donc autant c'est gratuit cette migration vers cette nouvelle gamme, autant elle est imposée. Donc effectivement la conduite du changement a été compliquée. On se déplace physiquement, moi-même,
avec des collaborateurs pour expliquer dans tous les départements. On fait des réunions départementales, expliquer ce changement. Mais il y a des utilisateurs pour qui ça grince plus, forcément. Mais c'est le prix à payer, on l'assume. On ne pouvait pas courir le risque comme ça d'avoir des solutions techniques pas pérennes sur des technologies obsolètes qui mettaient en péril l'intégrité de la donnée publique. Donc on assume ce changement, on accompagne au mieux, mais c'est comme tout changement, on peut pas, voilà, il y aura forcément un peu de pertes et un peu de mécontentement ponctuel qu'on essaye de résorber. Merci beaucoup, merci Fabien Mezenowski, on vous applaudit. Avant de donner le mot de la fin à Marine Jouan, co-directrice du programme Société numérique de l'Agence nationale de cohésion des territoires, Marine, quand on parle de France Service, quand on parle de conseiller numérique, on parle de cet accueil de premier niveau. On a vu aussi qu'il était porté au niveau des agents publics, mais on voit qu'il y a un travail qui est en cours sur le durcissement des compétences de ces conseillers numériques. On a vu qu'ils ont été formés, accompagnés par le CNFPT, etc. Est-ce qu'il est imaginable demain que ces compétences de médiation numérique, elles soient diffusées dans l'ensemble des collectivités et auprès de tous les agents? Bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Pour répondre à votre question, simplement peut-être commencer par dire que la feuille de route qui s'appelle donc France Numérique Ensemble pour la période 2023-2027, qui est la nouvelle feuille de route pour l'inclusion numérique, à 4 axes, et le troisième axe porte justement sur la question de l'accompagnement à la montée en compétences des professionnels de l'inclusion et de la médiation numérique, de la reconnaissance de ces connaissances, de ces compétences et l'accompagnement du développement des connaissances, et puis de fait, la question de la formation de ces professionnels. Donc c'est vraiment un sujet, une thématique qui est au cœur de cette nouvelle politique publique. Le premier point qu'on fait concrètement pour la formation, et vous l'avez évoqué, c'est que dans le cadre du déploiement des conseillers numériques, on fait plusieurs choses. Donc il y a à la fois le financement, le cofinancement de leur poste, mais il y a aussi du coup le financement de leur formation initiale avant leur prise de poste. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est assez inédit et qu'il faut quand même souligner. Donc cette formation initiale, c'est la formation au premier bloc du titre professionnel de responsable d'espace de médiation numérique, voilà, qui a été proposé à tous les conseillers numériques, première vague, et tous ceux qui continuent à rentrer dans le dispositif. La nouveauté depuis quelques mois, Sacha de la Banque des Territoires l'a évoqué tout à l'heure, c'est la mise en place de modules de formation continue, ce qui n'était pas le cas lors du déploiement initial en 2021, et qui a été une vraie demande qui a été faite par les conseillers numériques, c'est de pouvoir continuer à être formés une fois en poste. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place, aujourd'hui, il y a une quinzaine de modules de formation continue qui sont proposés aux conseillers numériques, mais plus largement à tous les professionnels qui aimeraient se former. Donc, vous parlez de comment on ouvre aux acteurs de la médiation numérique. Ces modules sont, n'importe quel médiateur numérique en collectivité, secteur public ou secteur privé peut aussi suivre ces modules qui sont proposés aujourd'hui. Ça s'adresse aussi plus largement à tous les aidants numériques qui aimeraient se former. Ce sont des formations assez courtes, donc elles sont assez adaptées pour ça. Donc, c'est des formations d'1 ou 2 journées sur différentes thématiques comme la cybermalveillance, accompagnées sur la parentalité numérique, qui sont les 2 modules les plus plébiscités aujourd'hui. Ouais. Mais il y a pas mal d'autres thématiques comme l'accompagnement de personnes en situation de handicap, l'accompagnement sur le numérique en santé, pour citer que. Donc voilà, je vous invite vraiment aussi peut-être à, si c'est des choses qui peuvent intéresser vos agents, n'hésitez pas à aller voir, à aller jeter un œil. Aujourd'hui, on a plus de 1200 conseillers numériques qui sont positionnés sur ces sessions de formation continue. Sur la formation des conseillers numériques, ce qui est aussi nouveau par rapport au développement initial, c'est qu'aujourd'hui, on finance aussi la formation au 2e bloc et au 3e bloc du titre professionnel responsable d'espace de médiation numérique, pour leur permettre de valider le titre professionnel complet. Et là, on a eu un énorme succès. Enfin voilà, on avait calibré un nombre de places, et c'est vrai qu'elles sont parties très vite, donc c'est extrêmement positif, et on travaille actuellement à justement essayer de pouvoir refinancer de nouvelles places pour permettre à d'autres conseillers numériques de pouvoir valider ce titre intégralement. Donc on vous tiendra au courant assez rapidement sur ce point.
Enfin, sur la formation, un des besoins qui était remonté aussi, c'est que, enfin voilà, il y a donc la formation qui est à destination des conseillers numériques qui est ouverte à d'autres professionnels. Ça, c'est le premier point que j'ai présenté, mais on a aussi du coup la question de il y a toujours davantage de besoins de formation des professionnels. Et c'est pour ça que dans le cadre de la territorialisation de la politique publique France Numérique Ensemble et la mise en place des gouvernances locales, on a décidé de débloquer une enveloppe qui permette la formation des professionnels de l'inclusion numérique sur les territoires à des formations aidants numériques et aidants connect. Et donc, l'enveloppe qui est disponible, c'est une enveloppe à hauteur de 20 000 € par département, qui peut être demandée encore jusqu'à fin octobre 2024. Avec 20 000 €, on finance combien de formations? Alors, on a mis un seuil à 60 formations, parce que l'objectif, c'est plutôt de financer des formations courtes qui permettent une entrée en matière pour des professionnels qui n'auraient jamais été formés sur le sujet. Donc voilà, c'est vraiment l'ambition. On n'est pas sur des formations longues de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, comme ça peut être le cas pour les formations initiales des conseillers numériques. Donc c'est un vrai parti pris. C'est une formation d'entrée en matière sur les enjeux d'inclusion numérique pour les aidants numériques des territoires. Et donc la cible principale, c'est les agents de collectivité, mais aussi agents de l'État qui peuvent intervenir en préfecture, par exemple. Mais donc c'est vraiment principalement les agents de collectivité, parce qu'il y a déjà d'autres dispositifs qui sont prévus pour les financements, pour les acteurs privés, et puis par ailleurs pour les conseillers numériques, je l'ai déjà développé. Donc voilà, sont ciblés les travailleurs sociaux, les agents d'accueil, les secrétaires de mairie, si on estime que la secrétaire de mairie est amenée à faire des actions d'inclusion numérique, ça peut, et qu'il y a un besoin de formation, ça peut permettre de financer ce type de formation. Voilà, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a encore jusqu'à fin octobre pour faire cette demande d'enveloppe, donc il doit être fait au niveau de la gouvernance locale de France Numérique Ensemble. Donc voilà. Nicolas voulait ajouter quelque chose? Très rapidement, moi je voudrais saluer sur ce sujet-là. Initialement, on parlait de la formation Aidant Connect, et dans les travaux avec la NCT a été ouverte la possibilité de la dissocier justement à des aidants numériques. Tout le monde ne peut pas être aidant connect, il y a un cadre légal qui est posé. Et justement, dans cette dynamique de commun avec la NCT, on a pu être sollicité quelques-uns, l'ALPI et la Fibre l'ont été, à travailler là-dessus et à déployer une offre aidant numérique qui permettra aux agents publics qui ne peuvent pas ou dont les collectivités ne souhaitent pas qu'ils soient aidants connect, justement d'abonder. Donc voilà, moi je voudrais vraiment saluer voilà, cette démarche, parce qu'elle nous permet d'irriguer les territoires avec des formations vraiment qui répondent aux besoins. Merci, vous prenez le compliment. Oui, merci beaucoup. Mais merci beaucoup de nous avoir aidés. C'est toujours bien de répondre à l'appel quand en tout cas on souhaite un appui, ou en tout cas pouvoir consulter pour justement faire en sorte que ce qu'on essaye de penser au niveau national et qu'on souhaite faire atterrir au niveau local réponde vraiment à des besoins. Et ça, c'est quelque chose qu'on voilà, on essaye de faire ça au maximum, du mieux qu'on peut. Un autre point que je voulais partager, on parlait, et c'était l'introduction de cette table ronde, c'était sur vraiment comment on développe les compétences numériques des agents. Et vous parliez de PIX, madame, simplement pour préciser que donc l'ANCT est membre du GIP PIX, notamment pour développer les compétences numériques des acteurs de l'inclusion et de la médiation numérique, donc les professionnels qui interviennent auprès des publics. Concrètement, comment ça se passe? C'est que déjà pour les conseillers numériques, il y a le développement de PIX tout au long de la formation des conseillers numériques, et qui doivent d'ailleurs passer leur certification PIX à l'issue de leur formation. Donc les conseillers numériques, normalement, enfin voilà, passent 2 certifications, le CCP1 du titre pro REMN et leur certification PIX, qui est aujourd'hui voilà une certification qui est reconnue dans le monde professionnel, valorisable dans un parcours professionnel. Et par ailleurs, on travaille avec PIX pour valoriser et développer les compétences numériques des aidants numériques en général, donc notamment aussi enfin voilà, où qu'ils soient, secteur public et secteur privé. On parlait rapidement de l'enjeu de structuration de la filière des professionnels de l'inclusion numérique, et ça me permet de faire un petit teasing pour la table ronde de demain matin, où je développerai davantage ce qu'on fait dans le cadre de l'EDEC Inclusion numérique, en partenariat avec le ministère du Travail et l'OPCO Uniformation, qui justement a pour objectif de pouvoir
travailler à la consolidation de cette filière professionnelle, améliorer la reconnaissance des métiers du médiateur numérique, mais aussi des aidants numériques, développer leurs compétences et les faire reconnaître. Donc voilà, j'en parlerai davantage demain matin. Et enfin, je voulais terminer sur un point qui a été abordé tout à l'heure par Arnaud et Nicolas, et Dori, c'est la mise en place du commun de formation qui justement est coordonné par la MENUM. Et donc nous, la NCT, on est partenaire de ce projet-là aux côtés d'autres organismes de formation pour faire très vite et présenter ce projet. C'est pas un projet qui est nouveau dans le sens où c'est une dynamique qui a déjà été initiée, portée par Futur Composé avec SIG accompagné, qui sont des contenus de formation à destination de travailleurs sociaux, de médiateurs numériques sur les enjeux d'inclusion numérique notamment. Et le constat qui a été fait, c'est que, toujours dans cette réflexion que partageait Dori, de dire il faut que chacun arrête de réinventer la roue, ou peut-être de faire la même chose à quelques détails près dans son coin. Le constat qui est celui le constat de départ de ce commun de formation, c'est que il y a énormément de formations à destination il y a des formations à destination des professionnels, et c'est dommage que que le contenu de ces formations à destination de professionnels soit produite chacune dans leur coin, sachant qu'elles répondent souvent aux mêmes objectifs, elles ont à peu de détails près les mêmes contenus. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser ces contenus de formation, se mettre d'accord et aussi augmenter la qualité de ces contenus de formation en travaillant tous ensemble? Ces contenus de formation ensuite peuvent être délivrés par une multiplicité d'acteurs et dans différents cadres, et ensuite peuvent être adaptés bien sûr aux besoins locaux. Mais est-ce qu'au moins sur le contenu de formation, on peut arrêter de produire chacun dans notre coin ces bases-là? Donc c'est vraiment de ce constat-là qui est né ce projet de commun de formation qui est en train de voir le jour. Voilà, qui est coordonné par la MENUM et dans lequel vont s'inscrire, on l'espère, beaucoup de projets qui vont se mettre en place dans le cadre des enveloppes formation de France Numérique Ensemble. Merci. Voilà. Merci Marine Jean, on vous applaudit. Et on applaudit l'ensemble de nos panélistes.